Bienvenue sur ce plateau spécial. Nous allons aujourd'hui aborder l'élection américaine et bien sûr les conséquences. L'élection, Donald Trump a été officiellement annoncé comme étant le 47e président des États-Unis d'Amérique qui sera investi dans quelques mois, en janvier 2025. Nous allons, durant ce plateau spécial, revenir sur comment est-ce que Donald Trump a été élu et quelles sont les conséquences, bien sûr, pour le monde, pour l'Afrique et pour le Gabon. Et mes invités du jour ici, afin de pouvoir échanger avec moi, le docteur Samson Akime Eyele. Vous êtes docteur en civilisation américaine. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Et avec lui, Paul Modos. Paul Modos, vous êtes consultant, entrepreneur et aussi économiste. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, je vais bien. Pour planter le décor, rapidement comme ça, pour que les gens puissent comprendre, docteur Samson, Trump revient à la Maison-Blanche. Oui. Il est sorti par la petite porte, oui, et il revient par la grande porte. Comment est-ce qu'on peut expliquer de façon simple et chronologique ce qui s'est passé il y a 2 jours aux États-Unis? Merci, cher monsieur, de me donner la parole. Donc, il faut comprendre que le retour de Trump a été plus ou moins facilité par le ressenti des États-Unis, des Américains, en ce qui concerne les questions économiques. Parce que n'oublions pas que, certes, l'administration Biden avait hérité des problèmes du Covid. Il a fait des efforts pour résoudre les problèmes économiques, mais le ressenti était toujours dans la mesure où l'inflation était toujours à un niveau qui faisait en sorte que la classe moyenne a du mal vraiment à vivre. Donc c'est ce problème, c'est ce ressenti économique qui a fait en sorte que les classes moyennes aux États-Unis s'alignent pour la candidature de Trump. Parce que pour eux, ils avaient vu le travail que Trump avait fait au cours de son premier mandat. Il a quand même travaillé pour que l'économie soit à un niveau acceptable. Donc, c'est sur les questions économiques qu'il faut aller voir. Donc, c'est l'économie qui était vraiment le nerf de la guerre. Voilà, il faut aller voir la question économique. Monsieur Modos, vous êtes d'accord avec le docteur Akime par rapport aux grands enjeux, c'est-à-dire les questions que le plus importaient aux Américains, c'était l'économie? Je suis parfaitement d'accord avec le docteur. La victoire de Donald Trump aux États-Unis s'explique en grande partie par l'inflation. Il faudrait rappeler, comme le docteur a dit, Joe Biden a hérité de l'inflation qui était causée de la pandémie Covid-19. Cette inflation n'a pas été très bien gérée par les démocrates. Par exemple, en 2002, l'inflation a connu un pic de 9,2%. Et ça a eu vraiment des effets néfastes sur le pouvoir d'achat des ménages. Les établissements financiers ont dû augmenter les taux d'intérêt et on a connu une certitude dans les ménages et les entreprises et ça a impacté la croissance de la productivité des entreprises. Et pendant sa campagne, Donald Trump a beaucoup surfé sur la question de l'inflation. Et les Américains ont vu en lui l'homme providentiel, l'homme qui peut changer la tendance compte tenu de son parcours lors de son dernier mandat et compte tenu de son statut d'homme d'affaires. Donc il faudrait rappeler ça. D'accord, mais on parle quand même d'un monsieur qu'on accuse d'avoir tenté un coup d'État, tenté le renversement de la démocratie au niveau américain. Je parle bien sûr de entre guillemets, l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Est-ce que, docteur Samson, les Américains sont amnésiques? Est-ce qu'ils ont oublié totalement que Trump est accusé de tout ce dont il est accusé, dont ce soulèvement? Non, il faut comprendre qu'il y a d'abord la base de Trump. Il y a des irréductibles. Quel que soit ce qu'on peut dire sur Trump, ils ne vont pas changer des iota. Donc, à la base qu'on l'accuse de tout et de rien, la base reste solidement attachée à Trump. Donc ça, en dehors de cette base-là, il faut voir les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts économiquement. Donc si on prend la base et tous ceux qui se trouvent dans des difficultés à joindre les deux bouts, vous comprenez que ça va faire en sorte que Trump ait cette facilité qu'il a eue. Donc il faut le comprendre clairement que les questions économiques et les questions d'idéologie, parce que
Trump a cette facilité. Et l'homme lui-même aussi, parce qu'il a quand même cette carrure. Il a cette carrure de faire passer le message. On peut dire qu'il a une idéologie, Trump. MAGA, le mouvement Make America Great Again, vous pensez que c'est vraiment une idéologie? Est-ce que ce n'est pas juste un acronyme et des gens, ils ont juste suivi? Non, c'est pas un acronyme. C'est pas un acronyme. On va aller en profondeur. Parce que quand Trump dit Make America Great Again, il part du principe que l'Amérique est en déclin. L'Amérique est en décrochage. Et il se présente comme l'homme providentiel. Et ce décrochage-là, il faut le comprendre à deux niveaux. Au niveau domestique, à l'intérieur, et au niveau international. D'accord. Je ne sais pas si je peux On va continuer. revenir dessus, mais continuez, allez-y quand même, continuez. Au niveau domestique, on a ce qu'on appelle les minorités. Les minorités qui sont en train de se bousculer, n'est-ce pas, pour être majorité. Et vous avez les latinos, vous avez les africains-américains, ainsi. Toutes ces minorités sont en train de titiller un peu l'establishment qu'on appelle en fait la culture anglo-saxonne. Et les prévisions disent que dans 50 ans, l'Amérique va perdre, en fait, les anglo-saxons, la suprématie blanche va être reléguée au second rang. Ce que vous dites me fait penser à ce qu'on dit en France, le grand remplacement. Le grand remplacement. Donc Trump mène ce combat pour essayer un peu de sauver les meubles. Parce que quand vous voyez toutes les minorités mises ensemble, le rapport de force va faire en sorte qu'il devienne la majorité. Ça, c'est sur le plan de vue sociologique, domestiquement parlant. Au plan international, Trump pense que l'Amérique décroche, c'est-à-dire que l'Amérique négocie. L'Amérique est en train de négocier avec on voit un peu l'émergence, par exemple, des BRICS, etc. Donc l'Amérique n'a plus cette prépondérance-là. Alors, donc, quand il dit America, Make America Great Again, ce n'est pas un vain mot, ce n'est même pas un slogan. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Sa grandeur d'antan, voilà. Donc il est dans cette posture-là, il faut restaurer, n'est-ce pas? Localement et internationalement. Localement pour des questions de sociologie américaine. Et internationalement, c'est pour le rayonnement, la prépondérance américaine, l'hégémonie américaine. Voilà. Mais, M. Modos, j'aimerais aborder avec vous le point de l'immigration. Il y a un lien directement avec le grand remplacement dont le docteur Akeme vient de parler. Est-ce que ce n'est pas un épouvantail que Donald Trump a brandi devant les Américains, c'est-à-dire, voilà, d'après ce que les médias américains disent, il a dit qu'il y a 8 millions, 10 millions qui sont rentrés, mais on est plus proche de 2 à 3 millions de personnes qui ont traversé la frontière mexicaine pour rentrer aux États-Unis. On sait que Donald Trump, parfois, extrapole un peu dans ses propos. Est-ce qu'il y a un vrai problème d'immigration ou c'est quelque chose qu'il a juste brandi aux yeux des Américains pour qu'ils aient peur et puis qu'ils puissent voter pour lui? Ce que Donald Trump avance est significatif. Peut-être qu'il n'est pas exhaustif au niveau des chiffres, mais il y a un réel problème d'immigration aux États-Unis. Mais ça, Kamala Harris l'a aussi reconnu. Effectivement. Lorsqu'on fait le constat au niveau de l'Amérique latine, il avait rappelé lors de son premier mandat en 2016 qu'il devait ériger une grande barrière qui devait coûter aux États-Unis pour ralentir l'immigration envers les États-Unis. Et le fait majeur que Trump met en avant, c'est que l'immigration américaine, en grande partie, n'est plus choisie. La plupart des immigrés issus des pays d'Amérique latine ou parfois d'Afrique qui vont aux États-Unis ne représentent pas une plus-value pour les Américains, ne représentent pas une valeur ajoutée. La plupart sont dans les activités informelles ou voire les activités illicites. Lorsqu'on prend par exemple le cas des pays latinos comme le Mexique ou la Colombie, quand on sait la provenance et l'empire que c'est... On parle de la fentanyl, une drogue Effectivement. Oui. Donc Trump attire l'attention par rapport à ça si l'immigration n'est pas vraiment contrôlée. Et si on est sélectionné pour le type d'immigration qu'on va avoir aux États-Unis, les États-Unis vont vers les tensions sociales. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir construire ce mur? Le mur en question est inachevé Sur le plan économique, c'est irréaliste parce que la frontière Mexique-États-Unis est... C'est des milliers de kilomètres. C'est des milliers de kilomètres, c'est pas réaliste sur le plan économique. Et certains disent que le mur n'est même pas, imperméable. Certains arrivent à traverser le mur malgré qu'il soit... Effectivement. Donc le réel problème se situe au niveau de l'immigration choisie. Par exemple, aux États-Unis, on a le programme qu'on appelle Green Card. Oui. Il y a des pays qui sont éligibles à cette loterie. Effectivement, il y a des pays qui sont pas éligibles, les pays qui ont une forte taux d'immigration, comme on peut citer le Mexique, le Nigeria en Afrique et autres pays. Les pays tels que le Gabon sont éligibles parce que l'immigration est contrôlée et on sait qui va faire quoi, soit c'est pour des activités diplomatiques, des activités d'affaires ou pour des missions. Or, d'autres pays, c'est pour l'immigration clandestine pour aller faire des activités informelles, comme je l'ai crié, et pour... parfois, les gens de ces pays sont un peu à l'origine de la délinquance
Il y a du trafic des stupéfiants dans ce pays. Ce que Trump dit sur cet aspect, il y a un fondement quand même. Donc on va pas condamner pour ça. OK. Docteur, vous voulez... Non, juste, il faut comprendre il faut prendre en compte le contexte dans lequel le discours, n'est-ce pas, est prononcé, parce que quand on est en période électorale, tous les moyens sont les bienvenus. Surtout que la question de l'immigration, elle trouve, n'est-ce pas, un écho favorable dans l'électorat. Mais quand même, quand on va en profondeur, on sait que, en fait, tous les pays luttent contre l'immigration illégale. Mais aucun pays ne peut rester, n'est-ce pas, surtout que dans ces pays-là, il y a des travaux, il y a des secteurs d'activité qui sont demandeurs. Or, il se trouve que c'est l'immigration qui arrive à suppléer, n'est-ce pas, ce manque-là. Donc, le problème qu'il faut poser, c'est celui de la régularisation de l'immigration. Mais quand Trump le pose, il le pose dans un but électoraliste parce que lui, il veut que les gens le soutiennent. Okay? Parce que quand vous allez dans les plantations, les récoltes des fruits, on a besoin de ces Mexicains, ce sont des immigrés. Les autochtones eux-mêmes ne veulent pas le faire parce qu'ils estiment que bon, c'est ceci, c'est cela. Or, donc c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection. Dans le contexte. Parce que, voilà. D'accord. Mais on a abordé l'immigration, donc on comprend que c'était un enjeu majeur. C'était un enjeu majeur durant cette campagne. Et vous avez parlé de l'économie aussi. Je voudrais juste toucher le point de cette inflation. D'après certains rapports, Joe Biden, l'économie n'a pas été aussi mauvaise. Il a mis sur pied un plan qu'il appelle le Bidenomics, c'est-à-dire voilà, l'économie de Biden, une stratégie sur tout son mandat et même au-delà, s'il avait été réélu, qui devait permettre à l'Amérique, à coup de financement, à coup d'investissement dans plusieurs domaines, de relever. Et d'après certains rapports, ils disent que le coût de la vie, comment dire, le revenu des Américains est supérieur à ce qu'il était au moment où Donald Trump était au pouvoir. Mais ce que Trump dit, c'est que les revenus ont augmenté, mais le coût, la cherté de la vie est plus élevée. Donc, il y a différentes données qui s'opposent. On ne sait pas si réellement la politique de Joe Biden dans l'économie a réussi ou si simplement il veut étouffer le fait qu'ils sont plus pauvres qu'avant, la vie est plus chère qu'avant, etc. Est-ce que, M. Modos, vous qui êtes dans le domaine de l'économie, pouvez nous parler un peu de ce combat au niveau du bilan économique de chacun? Est-ce que c'est une réalité? En ce qui concerne le bilan économique de Joe Biden, il faut reconnaître que les revenus ont augmenté aux États-Unis. Mais sauf que la cherté de la vie également a pris de l'envol. Je prends un exemple. On peut augmenter le salaire, mais si l'inflation n'est pas maîtrisée, n'est pas gérée, ça impacte toujours le pouvoir d'achat. Effectivement, son bilan économique. Donc on est mieux payé, mais la vie est tellement chère qu'on ne le sent pas vraiment. Effectivement, et notre pouvoir d'achat prend un coup et le pouvoir d'achat baisse. Ce qui a notamment affecté les ménages. Les populations ne comprennent pas forcément les raisons du taux d'inflation et pourquoi on arrive à certains seuils. Seuls les économistes qui ont la science peuvent comprendre pourquoi le pays subit une inflation, mais la population, qui est le consommateur final, n'a pas cette compréhension. Donc, pour les populations américaines, sous Joe Biden, l'inflation a connu un taux record après celui de 1970. Ils ont même surnommé Bidenflation pour s'amuser lors de la campagne. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, Trump a vraiment bien surfé sur ça pour tacler les démocrates, car c'est le point central de leur chute, l'inflation. Docteur, j'abonde dans votre sens. C'est-à-dire, c'est le ressenti. C'est le ressenti des ménages américains. Quand vous allez au supermarché, vous constatez que vous n'avez pas le pouvoir, que votre pouvoir d'achat ne vous permet pas d'avoir accès à ces produits-là. On peut vous raconter toutes les bonnes théories en économie, mais cela n'a pas de répercussions sur le terrain. En effet. Donc, sur les grands livres, tout ce qu'on dit sur les performances économiques de Biden, c'est de la pure littérature. Mais le ménage, lui, il est confronté au prix. Alors, et quand on parle d'inflation, c'est quand même l'augmentation des prix. Alors, donc, ça veut dire que Trump a pris en compte cette situation où l'inflation, n'est-ce pas, frappe les ménages, des foyers américains. Et donc, les problèmes économiques sont au cœur même de l'élection de Trump. Parce que si
vous n'arrivez pas. Si Biden avait été économiquement performant, je crois que Trump n'aurait pas pu, mais tout le monde vous parle des problèmes économiques. J'ai du mal à acheter ceci. Au supermarché, les prix sont élevés. Ouais. Ça veut dire que, Donc, on comprend donc que c'était vraiment un sujet important. Mais il y a un autre troisième sujet qu'on va aborder avant de finir cette première partie de l'émission. C'est le sujet social. Oui. Parce qu'il y avait aussi une opposition entre les démocrates et les républicains par rapport à une vision liée à l'éducation, liée à ce que certains appellent du wokisme. Oui. C'est-à-dire, il y avait la question des genres, il y avait la question, par exemple, elle c'est une femme, c'est un homme. Les gens disent que c'est l'élection la plus genrée de l'histoire aux États-Unis. Quel est votre sentiment, docteur Akieme? Est-ce que la question du genre, la question du wokisme et de la sexualité, depuis les enfants aux adultes, a joué un rôle aussi important dans la victoire de Donald Trump? Effectivement, j'ai pu vous dire que Trump défend les valeurs qui ont fondé, les valeurs puritaines qui ont fondé l'Amérique. Donc, ces valeurs puritaines, elles-mêmes, elles reposent sur la Bible. D'accord. Alors, donc, le changement des sexes, les mariages pour tous, les mouvements LGBT, franchement... Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ce qui fait que toute l'Amérique religieuse, parce que la Bible Belt... En effet. Ce sont des sujets qu'ils défendent. C'est-à-dire une Amérique qui est en train de se dépraver. Une Amérique qui donne libre cours à tous les courants qui sont, mais alors là, à l'encontre des valeurs américaines. Donc, ici, c'est vrai, même si vous parlez, vous aurez même pu mentionner aussi la question de l'avortement. En effet. La question de l'avortement. Ne vous attendez pas que Trump fasse campagne pour l'avortement. Ce ne sont pas des valeurs qui font... La vie, elle est sacrée, d'après la conception puritaine des États-Unis. Donc, il faut comprendre que, en fait, ces questions-là mises bout en bout concourent, n'est-ce pas, à l'élection de Trump. Si on voit les mécontents économiques de Biden qui se rallient à Trump, et si vous voyez la base, parce que la base, quand j'ai dit la base, elle est irréductible, c'est-à-dire ces questions puritaines, ces questions du devenir de la culture anglo-saxonne, ça a ouvert un boulevard pour l'élection de Trump. Donald Trump. Voilà. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez par rapport au genre, par rapport au fait que Kamala Harris est une femme, et elle a fait campagne, bien sûr, en utilisant les femmes. Et d'après, justement, les derniers résultats, elle n'a pas pu attirer autant de femmes qu'elle aurait souhaité pour voter pour elle. Est-ce que vous pensez que l'Amérique est prête à avoir une présidente aux États-Unis? Elle s'est trompée, en fait. Parce que l'Amérique, il faut connaître, je ne lui apprends pas, elle connaît son pays mieux que moi. Les valeurs de l'Amérique, c'est l'économie, c'est le business. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. C'est le business, c'est l'économie. À partir du moment où vous êtes à côté de ces réalités, tout ce que vous pouvez raconter, ça n'interpelle. C'est un pays de consommateurs, c'est un pays de businessmen. Un pays d'hommes d'affaires. D'hommes d'affaires. Vous voyez, vous voulez dire, parce que dans son optique, je suis une femme, donc les femmes vont voter pour moi. Mais non, ce n'est pas, même l'avortement. Moi, j'ai suivi, j'ai dit, mais cette dame-là, elle ne parle que de l'avortement. Est-ce que l'avortement est un programme politique? Non. Mais d'après 53% d'Américains sont des femmes. Peut-être qu'elle s'est basée sur ce chiffre. Justement. Considérer que... Les femmes, ces américaines-là, elles sont tous collées à la vérité. C'est-à-dire, quelles sont les vérités qui sous-tendent la société américaine? Business, c'est tout. Ok, docteur Modeste, Paul Modeste, on espère un jour docteur peut-être. Que pensez-vous de justement cette disparité dans le genre? Kamala Harris qui fait campagne par rapport aux femmes et à l'avortement, Donald Trump qui est l'image même de la virilité et qui fait campagne justement par rapport au fait que c'est d'abord l'économie, l'argent. Est-ce que Kamala Harris s'est trompée dans la stratégie de sa campagne? Oui, bon, je dirais qu'elle s'est trompée pour enchérir ce que le docteur disait. Les fondements des États-Unis sont basés sur tout ce qui est économie capitaliste. Trump, d'abord, de base, c'est un homme d'affaires. Trump, pour revenir sur son dernier mandat, son bilan économique des 2 premières années de son dernier mandat ont été très positifs. Je prends par exemple un exemple. Trump a relocalisé les entreprises américaines qui étaient délocalisées dans les pays du tiers-monde car le coût de la main-d'œuvre était accessible aux grands investisseurs, car parfois les droits de travail n'étaient pas respectés. Trump, lors de son premier mandat, il a décidé de relocaliser ces entreprises aux États-Unis, ce qui a contribué à une croissance de l'économie. On parle de chômage qui a baissé aussi. Un taux de chômage qui a baissé. Donc Trump, comme on disait, c'est l'homme providentiel pour les États-Unis, parce que les États-Unis, les Américains sont basés sur les affaires,
sont basés sur tout ce qui rapporte parallèlement aux valeurs. Donc, en ce qui concerne Kamala Harris, comme l'a si bien dit le docteur, ce n'est pas tant une question de genre, c'est une question de combien je gagne, qu'est-ce que ça m'apporte, et voilà quoi. D'accord. Et on a parlé de wokisme, les gens ne le connaissent peut-être pas, mais on va dire que c'est un terme qui englobe plusieurs sous-thèmes à l'intérieur, dont la sexualité, etc. Et il semble que les Américains ont rejeté cela. L'équivalent du Parti démocrate, quand les francophones lisent les libéraux, on dit qu'ils sont libéraux, et les partis républicains, donc des conservateurs. Est-ce que, Dr Hakimi, vous pensez que la société américaine était devenue un peu trop libérale et qu'il fallait un gars comme Trump pour ramener, comme certains disent, de l'ordre dans la maison? Non, le libéralisme, c'est des valeurs qui sont cardinales dans la construction de l'État américain, c'est-à-dire déjà même l'interventionnisme, c'est le contraire du libéralisme. Le grand problème de fond, c'est la sociologie américaine. La sociologie américaine, comme je le disais, les minorités sont en train de pousser, et ça, c'est-à-dire la white supremacy, la suprématie blanche. Qui existe depuis la création des États-Unis, aujourd'hui est en mal de vitesse, ok? Donc les Asiatiques, quand vous regardez par exemple les performances économiques, les Asiatiques sont en train d'occuper, si ce n'est pas la première place, mais c'est la deuxième place. Et donc, la suprématie blanche, elle est remise en cause. Alors, donc, quand vous voyez de fond, Trump et toute sa base savent que le temps court après eux. Et il faut faire quelque chose. Donc, c'est... et cette posture fait que si rien n'est fait, si ces valeurs-là qui ont fondé l'Amérique ne sont pas défendues, l'Amérique va, mais alors là, devenir un État presque, hybride. Mais est-ce que ça ne se pose pas justement à l'histoire des États-Unis d'Amérique? C'est un pays qui a été fondé par l'immigration. C'est un pays où quasiment tout le monde trouve son origine hors des États-Unis. Est-ce que c'est ce que le Parti démocrate dit justement, qu'on ne peut pas se renier? Nos parents sont d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine asiatique. Pourquoi revenir à un genre de conservatisme qu'il semble soutenir à travers Trump, pendant que le monde est un peu plus libéral maintenant? Le pays a été créé par des immigrants, mais il y a un socle. Le socle, c'est la civilisation anglo-saxonne, les WAPS. Ça, c'est le socle. C'est-à-dire ce socle-là. Ce socle-là doit rester solidement pour garantir l'américanité. On ne peut pas parler d'américanité si on ne tient pas compte de ce socle-là. Or, je peux vous prendre une minorité comme les Asiatiques, les Chinois. Si vous allez à Chinatown, vous avez les Asiatiques, beaucoup, les Chinois, ils naissent là, ils grandissent là, ils ne s'adaptent pas. Oui. Ils ne parlent pas l'anglais. Ils ne parlent même pas l'anglais, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avec le rapport de force, c'est la perte des valeurs puritaines des États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois. Bon, vous prenez par exemple la communauté latine de manière générale qui est en train de battre les records au niveau des percées démographiques. Donc, ce sont ces situations-là qui inquiètent. C'est un pays des migrants, oui, mais il ne faut pas que, en fait, les migrations ne causait pas un problème, puisque les États-Unis avaient cette capacité d'absorber tout le monde. Or, le système n'arrive plus à absorber, à assimiler. Le système, au contraire, il y a une petite panne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Dans 50 ans, ce ne sera plus une Amérique puritaine, une Amérique blanche. Amérique très diverse. Sera une diverse, voilà. Je vais terminer par là, M. Modos, pour la première partie. Est-ce que vous pensez que c'est Trump qui a gagné ou Kamala qui a perdu? On va terminer par là avant de passer à la deuxième partie, une pause pour la deuxième partie. C'est Kamala qui a perdu. Pourquoi? Trump a simplement surfé sur le bilan négatif des démocrates qui est incarné par Kamala et c'est ce qui a fait gagner Trump. Imaginons que la question sur l'inflation n'avait pas atteint ce record sous les démocrates. On se pose la question si Trump aurait eu cet argument qui était l'élément phare de sa campagne pour attirer la sympathie du peuple américain. Donc c'est Kamala qui a perdu. D'accord, merci. Nous allons faire une courte pause et revenir juste après. Et on parlera bien sûr de l'impact de cette élection sur le monde, l'Afrique et aussi ici au Gabon. À très bientôt.
Nous sommes de retour sur ce plateau alors que nous continuons justement ce plateau spécial au sujet de l'élection de Donald Trump et de la signification de cette élection pour le monde. Et justement, en parlant du monde, nous allons aller au fur et à mesure. On va d'abord parler de l'Occident. Oui. L'Occident qui a été très inquiet, bien sûr, de l'élection de Trump. On a eu des réactions des présidents qui ont été, bien sûr, diplomates. Ils ont tous reconnu, vu que la victoire a été totale et sans ambiguïté, ils ont tous reconnu que Trump a été élu. Emmanuel Macron l'a appelé et il semble qu'ils ont fait plus de 20 minutes au téléphone. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne voit d'un bon œil l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, Dr Hakimi? Je crois que le problème qui se pose est celui de l'implication des États-Unis dans des questions de sécurité en Europe. D'accord. L'Europe n'a pas une défense, une défense qui puisse faire en sorte qu'elle puisse assumer des problèmes auxquels elle est confrontée. Vous parlez de la Russie, là? Naturellement. Or, il se trouve que celui qui vient faire le pompier, c'est les États-Unis, qui ont non seulement les moyens militaires et qui ont aussi l'argent. Donc, aujourd'hui, nous savons que Trump n'est pas prêt, n'est-ce pas, à jouer ce rôle de défenseur. Oui, d'apporter l'appui militaire, l'appui financier pour résoudre les problèmes de sécurité en Europe. Ce qui fait que l'Europe, qui n'était pas prête, mais elle est là dans tous les États. C'est-à-dire, vous imaginez que vous aviez un parapluie et pendant la pluie, on vous l'enlève. Alors que vous n'y êtes pas préparé, vous vous exposez à tout. Donc, pour répondre à votre question, l'Europe est vraiment aujourd'hui dans tous les États. Enfin, l'Union européenne, parce que tout le monde connaît les positions, tout le monde connaît la vision de Trump par rapport à ce conflit en Ukraine. Lui-même, il dit qu'il va le résoudre en 24 heures. En 24 heures. On peut comprendre ce que cela veut dire. Donc, ça veut dire, si c'est en 24 heures, mais ça veut dire que l'Europe, n'est-ce pas, l'Union européenne, va se trouver soudainement appelée à assumer, n'est-ce pas, les missions régaliennes, n'est-ce pas, qui relèvent de son espace. Mais, Monsieur Modos, vous ne pensez pas qu'on est toujours de la même philosophie de Donald Trump, c'est-à-dire économiser et gérer et privilégier l'investissement local plutôt qu'à l'étranger? Parce que lorsqu'on parle de l'Union européenne, la défense, c'est beaucoup d'argent. Il y a plusieurs bases. Il y a une base à Francfort en Allemagne, la base américaine avec plus de 50 000 soldats. Il y a des bases un peu partout en Europe, etc. Est-ce que la politique de Trump ne va pas, on va dire, exposer l'Europe d'un point de vue sécuritaire? Oui, évidemment. Vous vous rappelez, en 2016, lorsque Trump avait pris le pouvoir, il avait fait remarquer au monde pourquoi les États-Unis étaient le plus grand contributeur financier au sein des organismes internationaux. Il avait même dit que les États-Unis devaient se retirer de plusieurs accords internationaux parce qu'il n'était pas question que les Américains dépensent plus au Conseil des Nations alors que nous sommes tous des États. Or, les dépenses des États-Unis envers la politique étrangère ont un impact sur la politique au niveau local. Donc, comme disait le docteur tout à l'heure, l'Union européenne, le monde ne perçoit pas d'un bon œil le retour de Trump au pouvoir, car il avait clairement dit que les États-Unis devaient se retirer de certains accords. On a par exemple les accords de Paris sur le climat en 2016, où Trump avait dit que les Américains ne devaient plus contribuer, car il représentait le plus grand contributeur financier. Donc, c'est pour dire que la politique étrangère de Trump n'est pas à l'avantage du monde, mais c'est à l'avantage des Américains. Or, pour des questions d'équilibre, les démocrates, certainement, ils veulent toujours être gendarmes du monde, avoir l'œil sur le monde et en même temps... Vous pensez que Trump ne veut pas être gendarme du monde? Docteur Hakim. C'est-à-dire, Trump, il a... Quand on regarde MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, par erreur, beaucoup parlent d'isolationnisme. Trump n'est pas isolationniste. En effet, beaucoup pensent ça. Voilà. Il n'est pas isolationniste, mais il développe une posture unilatéraliste, c'est-à-dire les intérêts des États-Unis. Les intérêts des États-Unis d'abord. Voilà. Parce qu'il part du principe que lui, c'est un homme d'affaires, c'est-à-dire tout dollar, tout sou, tout centime compte. Doit rapporter quelque chose aussi. Doit rapporter quelque chose. Il est inadmissible que l'Europe qui vit ses problèmes, que ce soit les États-Unis qui sont en train de financer l'Ukraine à coups de milliards. Qu'est-ce que ça rapporte? Je crois que le monsieur le dit. Qu'est-ce que ça rapporte? Ça ne rapporte, ce sont des investissements, mais alors là, qui ruinent les États-Unis. N'est-ce pas? Alors que l'Europe doit jouer ce rôle, l'Union européenne doit jouer ce rôle. Et je peux vous dire, même dans le cadre de l'OTAN,
je crois qu'il avait même menacé de ne plus financer l'OTAN, En effet, parce que tous les conflits se passent sur le territoire européen. Jamais chez nous, mais Jamais c'est chez nous lui. qui dépensons Voilà, plus. c'est nous qui. Donc, pour quelqu'un qui était un homme d'affaires, parce que il faut comprendre que la relation que le businessman a avec l'argent, l'investissement, est totalement différent d'un politicien. Chaque sou qui sort, il doit servir à quelque chose. Or, quand Zelensky va aux États-Unis à la Maison-Blanche, il va retourner chez lui et Trump lui dit « Ah, c'est le meilleur homme d'affaires qui soit ». C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va aux États-Unis, eh ben, il rentre les poches pleines. Les poches pleines, oui. 40 milliards, récemment, 40 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on gagne en retour? Et qu'est-ce qu'il donne en retour? Vous voyez, alors que c'est un problème européen, ce n'est pas un problème américain. D'accord. Donc, il faut comprendre un peu ces choses-là dans l'approche, n'est-ce pas, des valeurs qui sous-tendent la vie aux États-Unis. Les valeurs qui sous-tendent, n'est-ce pas, la vie économique, la vie politique aux États-Unis. D'accord. Et M. Modos, toujours sur le même sujet, en basculant maintenant de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, quand on part au niveau de la Russie, Trump était, tout le monde disait qu'il était le meilleur ami de Vladimir Poutine. Les gens disaient même qu'ils avaient popé le champagne lorsqu'il a été élu en 2016. Mais récemment, Poutine a eu des déclarations un peu mitigées. Il disait qu'il préférait voir Joe Biden au pouvoir par rapport à Trump. Est-ce que le deal dont Trump parle, qui va se faire en 24 heures, donc il arrive, il fait asseoir Poutine, il fait asseoir Zelensky, c'est aussi évident maintenant qu'il y a quelques années, M. Modos? Est-ce que le deal peut marcher? Le deal ne va pas forcément marcher en 24 heures. Ça peut marcher en un temps, mais pas en 24 heures. C'est comme vous avez si bien dit, les rapports en 2016 et les rapports en 2024 ne sont plus les mêmes. Donc, je crois que Trump et Vladimir Poutine se sont concertés en off ou en interne. Mais je ne peux affirmer ou confirmer qu'en 24 heures, Trump peut résoudre un problème aussi complexe entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts géostratégiques. Mais est-ce que les deux camps ne veulent pas la paix? Est-ce que ce n'est pas juste le médiateur au milieu qui manque jusque-là? Non, mais je crois que Trump, il sait que c'est les États-Unis qui financent. Et à tout moment, il a ce pouvoir que la Constitution lui confère d'arrêter de payer. Et s'il n'y a pas de paiement, ça veut dire que l'Ukraine va s'écrouler. Je ne sais pas si vous comprenez. Vois, oui. Donc, il sait que ça, il n'y a pas de négociation. Il dit, aujourd'hui, aucun sou ne peut plus être affecté pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. Tant qu'il n'y a pas un accord de paix. Tant qu'il n'y a pas un accord de paix. C'est pour cela que... Et puis, c'est un homme d'affaires, il veut un environnement sain pour les affaires. Et vous imaginez, Trump, c'est un homme, il a des investissements en Russie. Il peut bien investir en Ukraine. Mais dans ce contexte où la guerre est en train de tout ravager, ben ça... C'est pas bon pour les affaires. C'est pas bon pour les affaires. Il y a aussi précisé qu'il y a eu des dépenses de deux côtés. La Russie a investi lourdement dans l'armement. L'Ukraine a investi et a reçu du soutien financier. On va à l'accord de paix. Maintenant, comment l'Ukraine fait pour rembourser l'Union européenne? Comment l'Ukraine fait pour rembourser les États-Unis? Oh, la Russie, on sait la Russie a une capacité financière plus importante que l'Ukraine. Donc c'est un peu ça Donc on sait paradoxe. que Trump va chercher à négocier, il va chercher à faire un deal. Maintenant, avançons, avant d'aller vers l'Afrique, avançons un peu plus à l'Est. On a Israël. On a le conflit qu'on connaît qui oppose actuellement Israël à quasiment la moitié de ses voisins, on va dire, un peu, ou quasiment tous. Voilà, on sait que Trump est celui qui avait déplacé la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. À l'époque, ça avait causé un tollé, mais bizarrement, Joe Biden n'a pas changé, il n'a pas ramené la capitale, il a gardé. Et on sait qu'Israël, Netanyahou était aux États-Unis récemment, et il est, on va enclin à ce que, on va dire, il voit d'un œil favorable le fait que Trump revienne au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un cessez-le-feu, vers des accords de paix, toujours de la même façon, comme vous avez parlé, l'argent qui parle, l'investissement, Trump dans les deals et la paix revient? Est-ce que ça peut marcher? Bon, là aussi, ça fait partie des constantes. Ça veut dire, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, en ce qui concerne Israël, c'est les constantes. Ça ne change pas. Il y a un soutien indéfectible. On peut comprendre aussi le caractère imprévisible de Trump, parce que c'est quelqu'un qui peut te dire oui tout à l'heure et puis il change. Mais il a posé des actes que vous venez de mentionner. Il a posé ces actes-là et moi je pense qu'il peut même aller plus loin. Parce que Benjamin Netanyahou et lui s'entendent sur beaucoup de questions. Donc Benjamin Netanyahou retrouve un allié, mais alors là, et qui va vraiment rassurer
n'est-ce pas, les opérations antiterroristes, parce que c'est une guerre antiterroriste. En effet. Vous comprenez? Parce que le Hamas, le Hezbollah sont inscrits, l'Iran, comme l'Iran, comme des organisations terroristes. Vous voyez? Or là, ça va conforter Benjamin Netanyahou dans ce combat contre le terrorisme, c'est-à-dire les États-Unis eux-mêmes dans cette posture de lutter contre le terrorisme. Ce qui fait que moi, je sais que les choses vont encore bien se passer pour l'État hébreu, certainement, parce que Trump va changer. Il va soutenir Benjamin Netanyahou. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Trump et Benjamin Netanyahou sont très proches, partagent la même vision. Et comme on l'a dit, Trump, c'est un homme de paix. Un homme de paix, malgré ses sorties controverses. Il faudrait rappeler aussi que Trump avait évoqué un fait pour parler de guerre et de paix. Il avait dit, je me souviens, qu'il fallait tuer Saddam Hussein ou Muammar Kadhafi parce que la mort de ces deux hommes ont causé la propagation du terrorisme en Orient et en Afrique. Parce que ces deux hommes savaient comment contrôler ces chefs terroristes et comment lutter contre les terroristes. Donc je pense qu'avec ce type d'idéologie, avec cette gestion des conflits, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, on espère qu'on va vers une sortie de feu du conflit. D'accord. Allons-y un peu plus à l'Est maintenant, un peu plus à l'Est encore, on arrive en Chine. Lorsqu'on arrive en Chine, vous savez, c'est la guerre économique. Voilà. Là, on revient sur l'économie. La Chine est, d'après certains classements, soit première puissance économique, soit deuxième. Ça dépend de l'agence qui a fait la notation. La notation, oui. Mais la guerre avec la Chine, est-ce que vous pensez qu'elle va être plus renforcée ou alors on va vers un apaisement entre les deux pays, du point de vue économique, je veux dire? L'économie, c'est une question fondamentale pour le rayonnement des États. Et pour la Chine, elle est dans une lancée où elle ne peut plus s'arrêter. La Chine est en train de vouloir conquérir le monde. Lui, c'est devenu numéro 1. Voilà, conquérir le monde, ça veut dire titiller les États-Unis sur son implantation hégémonique dans le monde. Donc vous comprenez que... Et la Chine a cet avantage-là qu'elle négocie avec les États-Unis. Elle a un autre rôle important dans les BRICS, parce que les BRICS est un levier, n'est-ce pas, que la Chine utilise, n'est-ce pas, pour faire pousser, défendre, répandre son empire économique. Ce qui fait qu'il y aura des guerres économiques. Et Trump le dit, qu'il faut ramener, n'est-ce pas, tous les parts économiques que la Chine, gère aux États-Unis. Donc ça va être une situation extrêmement difficile, parce que la Chine a un positionnement, n'est-ce pas, qui prouve à suffisance que les États-Unis doivent, mais alors là, redoubler d'efforts pour essayer un peu arriver à l'objectif que Trump veut atteindre, c'est-à-dire « Make America Great Again ». Mais avec les droits de douane que Trump a annoncés, multipliés par beaucoup, il a même parlé de 60% sur certains produits qui viendraient de Chine et d'ailleurs. Et c'est valable d'ailleurs pour l'Europe aussi, c'est aussi valable, et même pour le Canada. Oui. Le Canada aussi, il semble qu'il veut un peu taxer tout le monde. Est-ce que ça peut marcher dans le contexte toujours de la Chine? Est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de pouvoir tirer à tout bout de champ comme ça sur tous les produits qui viennent de Chine, sachant que la Chine est l'usine du monde? La Chine produit quasiment tout. Peut-on ramener tout aux États-Unis et affronter la Chine sur cette base-là? Bon, disons, on ne peut pas ramener tout aux États-Unis. Déjà, faudrait rappeler que ce sont de bonnes guerres économiques. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui milite pour le protectionnisme. Donc, dans son programme de souhaiter, il a évoqué une politique de protectionnisme renforcée. Il faudrait rappeler que la Chine est un partenaire privilégié des États-Unis. Donc, les États-Unis, en augmentant les droits de 60% avec la Chine, c'est une stratégie pour faire plier l'économie chinoise et pour relancer la production locale et l'économie américaine d'une part. Et lorsqu'on revient pour les autres pays, par exemple, 10% d'importation des droits de douane, 10% plus d'importation des droits de douane pour tous les autres pays, c'est aussi un moyen pour les États-Unis de relancer sa politique économique intérieure. C'est à l'avantage des Américains. Mais certains disent que ça peut causer l'inflation aussi. Oui, effectivement. Plus de droits de douane peut causer aussi une inflation au niveau local. Est-ce que c'est pas dangereux? Ça peut causer plus d'inflation, mais ça va inciter les producteurs à accroître leur production au niveau local. Donc ça va créer une production locale. Entre la production locale et les produits importés. Donc, les Américains ont la possibilité de le faire? Ils peuvent le faire? Oui, les Américains peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais ça dépend à quel rythme. Ça dépend à quel rythme, parce que le processus de développement, ça prend... Ça, si vous permettez, c'est en fait l'objectif que
Trump veut atteindre, c'est de ramener certains pans économiques à l'étranger, sur le territoire américain. Certains secteurs de production, n'est-ce pas, qui, lui, estime peut relancer, n'est-ce pas, certains secteurs économiques américains. Donc, ce protectionnisme, c'est vrai, ça va permettre à ce que cette perte que les États-Unis ont observée, qu'ils puissent puissent rattraper, n'est-ce pas. Mais comme dit monsieur, ça va être excessivement difficile. Parce que quand vous augmentez les droits de douane, vous n'allez pas vivre en autarcie, n'est-ce pas. C'est vrai, ça va protéger l'économie, l'économie locale. L'avantage encore avec, c'est un peu le marché américain, il est vaste, c'est-à-dire c'est un marché qui permet facilement, n'est-ce pas, à l'économie américaine de pouvoir se redéployer parce que le marché est tellement vaste. Et n'oublions pas également que la réciprocité peut également s'appuyer entre l'Union européenne et la Chine. Ils vont dire, OK, Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane. Un bras de fer, donc. En retour, on augmente également les droits de douane. Parce que les États-Unis sont un grand exportateur de produits manufacturés à travers le monde et à travers l'Afrique en particulier. En général. D'accord. Et vous parlez de l'Afrique, justement, on va chuter avec l'Afrique. Est-ce que Donald Trump, puisqu'on sait déjà, on ne spécule pas, il est le 47e président qui sera bientôt investi, est-ce qu'il a une politique africaine, docteur Akieme? Là encore, je dis, il y a déjà les États-Unis. Est-ce que c'est mieux pour nous? Est-ce que c'est moins bon pour nous? Non, ce n'est même pas question de bon ou de mauvais. On n'est pas dans une posture manichéiste. Les États-Unis n'ont jamais eu de politique africaine. Les États-Unis n'ont jamais eu de politique africaine. La seule politique qui a été au moins conçue, c'était dans le cadre de l'AGOA. D'accord. Or, l'AGOA elle-même prend fin l'an prochain, c'est-à-dire en 2025. Ce qui fait que tous les présidents qui passent depuis 2000, depuis l'année 2000... Vous pouvez rappeler c'est quoi l'AGOA pour la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique qui permet aux pays subsahariens de pouvoir avoir accès au marché des États-Unis avec des mesures préférentielles. Donc, c'est cette AGOA qui régit, n'est-ce pas, les relations commerciales entre les pays subsahariens et les États-Unis. D'accord. Or, cet AGOA lui-même prend fin en 2025, à moins que Trump... à moins qu'il relance. À moins qu'il relance. Quand on prend les relations intérieures à l'AGOA, c'était dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide, c'était les États-Unis soutenaient certains pays, oui. Ce n'était pas la politique africaine, c'était leur système sécuritaire. Okay? Donc, ce n'est pas une politique en tant que telle. Or, quand on voit le narratif de Trump, quand on entend le discours de Trump au cours de son premier mandat, peut-être qu'il peut changer puisqu'il est imprévisible, parce qu'aller traiter des pays africains de shit country, ça veut dire ce que ça veut dire. Pays de merde. Voilà, ça veut dire, est-ce que là, on peut penser qu'il y a une politique? Je dis non. Peut-être qu'il en aura, mais dans le cadre de l'AGOA, il assure le minimum du service. D'accord. Monsieur Modos. En ce qui concerne l'Afrique, selon les prévisions économiques, la seule inquiétude se pose d'un point de vue économique en ce qui concerne l'augmentation des droits de douane. Je prends un exemple. L'Afrique exporte 6% de ses matières aux États-Unis. Donc les prévisions économiques disent que les PIB de plusieurs pays africains vont devoir être amputés si Donald Trump maintient ces réformes-là. Et de façon indirecte, la Chine est grand importateur des matières premières issues des pays d'Afrique. Donc avec les droits de douane élevés que la Chine va subir, cela va impacter indirectement les pays africains qui exportent des matières premières vers la Chine. Donc la seule inquiétude actuellement au niveau de l'Afrique se pose d'un point de vue économique. Toujours. Mais on parle de la sécurité aussi. Hein? La sécurité est forcément... Oui. C'est-à-dire la Chine est en train de sortir de sa zone naturelle. Oui, on parle de nouvelles bases qu'elle veut implanter dans certains pays africains. Dans l'océan Indien et sur la façade atlantique. En effet. Déjà, notre pays est sollicité déjà. Donc, dans le golfe des Guinées. En effet. Ce qui fait que les États-Unis voient ça, mais avec beaucoup d'inquiétude. Parce que la Chine est en train de pousser, mais avec la Chine n'est plus ce qu'elle était dans son giron, dans sa les zone. Affaires et tout. Voilà. Or là, elle est en train de développer, n'est-ce pas, déployer des ambitions sécuritaires, des ambitions d'hégémonie. Et je crois que notre pays, je ne sais pas si on peut en parler, notre pays, et ça fait partie de l'agenda chinois. L'agenda, c'est-à-dire implantation des bases militaires. Jusque-là, il n'y a pas encore de confirmation. Oui. Certainement dans les négociations. Mais on voit l'importance
du sujet, que ce soit pour la Chine ou pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Et Les États-Unis avaient déjà cette politique-là dans les années 2000. Oui. Parce que lorsque vraiment Al-Qaïda avait vu le jour, les premières cibles, les premières victimes, c'était les États-Unis et leurs intérêts. Donc, à un moment, les États-Unis ont pensé de se désinvestir un peu du Moyen-Orient parce que pour mieux sécuriser la zone atlantique, parce qu'il y a là où il y a les trafics de drogue. On a toujours négligé cette zone-là. Mais tous les trafics de drogue qui viennent de l'Amérique latine, ça passe par le golfe de Guinée. Il y a une insécurité, que la Chine a perçue. Et la Chine a voulu, mais alors là, avec beaucoup de circonspection, s'installer et prendre les devants et assurer, n'est-ce pas, la sécurité. Et les États-Unis le voient. Voient la Chine venir. Donc, et c'est pour cela que vous voyez... voilà. Vous avez parlé, le docteur vient de parler de la zone du Sahara. On sait ce qui s'est passé après la chute du régime de Kadhafi, avec toute l'insécurité. On a vu comment les Russes, Wagner, sont venus, etc. Tout ça. Est-ce que les Américains peuvent se permettre de laisser, on va dire, aller comme ça, on va dire, que ce soit les Chinois, les Russes, venir faire ce qu'ils veulent dans la zone comme ça? Bon, il faut dire que le désintéressement de Donald Trump envers l'Afrique, comme ça a été le cas lors du premier mandat, peut être à l'avantage des pays tels que la Russie et la Chine. Ils peuvent s'installer librement si Donald Trump, qui a un désintéressement pour la politique africaine... Mais là, on parle de sécurité. Je ne pense pas qu'en tant que président, je ne pense pas qu'il peut se permettre de ne pas regarder du côté de l'Afrique, d'un point de vue sécuritaire. Tout récemment, le commandant en chef des forces armées américaines en Afrique était au Gabon. AFRICOM, c'était au Gabon pour le renforcement jusqu'à hier, il était de la là. sécurité maritime. Donc, je pense que... Il y a des guerres. Ils viennent souvent, depuis quelque temps, ils viennent même très souvent. Oui. Ils ont rencontré le président Oligui il n'y a pas longtemps. On espère que sous l'administration Trump... Et je remarque qu'on a basculé au Gabon. Justement, comme nous sommes maintenant au Gabon pour chuter avec ce plateau spécial, je remarque que c'est plus une affaire d'environnement et de sécurité dont on parle, les échanges avec les États-Unis. Docteur Hakim, vous êtes d'accord avec cela? Oui, effectivement. Vous savez que le Gabon joue ce rôle... de premier plan en ce qui concerne des questions de préservation des espèces, n'est-ce pas, de l'environnement. Et c'est une politique qui nous réussit. Et les États-Unis, j'espère que Trump va appuyer cette politique parce que c'est un septoclimatique. C'est-à-dire, il ne croit pas forcément au réchauffement climatique, tout ça. Il ne croit pas. Donc, c'est un problème qui va se poser dans l'administration américaine Trump. Donc, on a ce rôle primordial que nous jouons au niveau de l'Afrique centrale. Et la question de sécurité, elle aussi, elle vient se greffer, n'est-ce pas, à la question environnementale. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des trafics de drogue de toutes sortes qui transitent parce que c'est une zone qu'on a toujours eue, qu'on a toujours négligée. Or, une bonne partie des trafics de drogue, ça passe par, n'est-ce pas, par le golfe de Guinée. Donc, les États-Unis conçoivent, apprécient le rôle géostratégique, n'est-ce pas, que le Gabon, n'est-ce pas, a pour sa politique sécuritaire, pour sa politique environnementale. Et c'est de bonne guerre. Vous voulez que les émissaires, n'est-ce pas, des États-Unis viennent régulièrement pour négocier. Et M. Modos, vous disiez, avant qu'on ne commence l'émission, vous disiez que potentiellement certains pays devraient revoir leur loi de finances de l'année parce que voilà, le cours de la bourse pourrait changer parce que Trump est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous pouvez préciser cette pensée? Bon, lorsqu'on parle de loi de finances, les lois de finances, c'est d'abord... Le Gabon en particulier, bien sûr. En fin d'année, nous sommes à partir du mois de novembre, donc la loi des finances 2025, je crois qu'elle est en cours. D'accord. Donc les lois des finances se font sous forme de prévision. Et pourquoi on changerait? Pourquoi on réécrirait ça? Il faudrait rappeler un fait. Le Gabon, par exemple, est exportateur de pétrole. Le partenariat économique du Gabon et les États-Unis sont basés sur le pétrole, l'énergie, les transports et les infrastructures. Par exemple, en 2023, le Gabon a exporté 428,5 milliards de biens en direction des États-Unis, particulièrement... Milliards de francs CFA? Particulièrement le pétrole. Donc, avec toujours la hausse des droits de douane que Donald Trump a imposé dans son programme, si c'est maintenu, les exportations du Gabon vers les États-Unis vont chuter, vont être revues à la baisse. Vous pensez que c'est une réalité, il peut se permettre. Et dans ce cas, qu'est-ce que Trump ferait? Il prendrait le pétrole au niveau local
Parce qu'on sait que les États-Unis sont aussi des producteurs de pétrole eux-mêmes. Bah, ils ont la réserve, les Américains n'exploitent pas souvent leur pétrole, ils préfèrent maintenir leur réserve et à l'exploiter ailleurs. Donc, je ne saurais dire s'ils vont appliquer cette politique, mais eux-mêmes, ce sera pour également l'avantage des États-Unis. Parce que ce qui dit importation avec les droits de douane élevés, ça va toujours impacter de façon directe la population au niveau de l'inflation. Parce que la production américaine locale ne peut pas se décliner en 1, 2, 3 années. C'est un processus. Donc appliquer ces droits de douane maintenant sera un peu agressif pour l'économie américaine. On va donc chuter. Les derniers mots, docteur Akimé, avant de chuter avec M. Modos. Oui. Voilà, Trump est au pouvoir. On a parlé, on a fait le tour du monde, on est quitté de l'Europe, on a chuté en Afrique. C'est inédit ce qui se passe aux États-Unis actuellement et pour le monde. Quel est votre mot de fin pour cette émission? Non, c'est la démocratie, elle s'est exprimée aux États-Unis. J'aimerais que les gens comprennent un peu les raisons pour lesquelles, parce que chaque pays a ses spécificités. Comme je le dis, l'élection de Trump s'est jouée dans un contexte économique où les Américains, surtout la classe moyenne, qui est la classe la plus répandue, a estimé qu'elle avait du mal à vivre, à joindre les deux bouts. Et le programme que Trump a présenté et connaissance et sachant ce qu'il avait fait, n'est-ce pas, au cours de son premier mandat, tout cela a favorisé son élection. C'est le peuple américain qui en sort gagnant. Et, du moins, une grande partie, la moitié environ. Oui, et là aussi, c'est-à-dire l'élection de Trump, ça envoie plusieurs signaux. Le ressenti en Europe n'est pas le même qu'ici, parce que nous en avons parlé, les pays de l'Union européenne sont dans tous les États, parce qu'avec les questions de sécurité dont les États-Unis portaient l'essentiel du poids, assumaient l'essentiel du poids, aujourd'hui, ces États, franchement la France et l'Allemagne, vont devoir prouver que ce sont des puissances au niveau de l'Europe pour gérer ce problème qui se passe en Ukraine. M. Modos. Bon, l'élection de Donald Trump aux États-Unis est une belle leçon de démocratie. Le peuple américain s'est exprimé, le peuple américain a fait un choix. Malgré le brainwash, il faut rappeler qu'il y a eu un brainwash médiatique en défaveur de Trump. Pendant la campagne, les fake news, c'est ça? Effectivement, pendant la campagne, Trump, le ressenti, les articles, les reportages n'étaient pas en sa faveur. On voyait un peu une subjectivité de certains médias occidentaux. Certains parlent d'une campagne au vitriol. Effectivement, de Kamala Harris. Donc, il se disait certainement que ça avait influencé le choix des Américains, mais ça n'a pas influencé le choix des Américains. Les Américains vivent aux États-Unis, ils savent mieux que qui les problèmes qu'ils rencontrent. On a souligné tout à l'heure la question sur l'inflation, qui n'a pas été à l'avantage de ces Américains. Donc ces Américains ont joué dit que Trump était l'homme providentiel qui pourra venir changer la tendance du point de vue économique, vu sa posture d'homme d'affaires. Donc c'est une belle leçon de démocratie et c'est un signal à l'endroit de tous les pays du monde sur le choix du peuple et sur la possibilité du peuple de choisir et d'élire son peuple sans influence étrangère. Son leader. Parce que le monde, il faut le dire, le monde n'était pas en faveur de Trump. Le monde était hostile à Trump. Le monde voulait que Kamala Harris soit élu. Mais malheureusement, le choix du monde n'a pas été respecté. Le choix des États-Unis Américain a été respecté. D'accord. D'accord, merci. Nous sommes arrivés, America First en effet, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes le docteur Samson Akimé, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Et vous êtes Paul Modos, vous êtes économiste et entrepreneur. Merci d'être venu. Merci. Et merci aussi à vous. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt.